Bon, as-tu encore mal dans la main? La main gauche, celle qui écrit? J'ai une tendinite. Ben, je fais bon sang. T'as signé combien de dédicaces? Je sais pas. J'ai passé Pour la soirée vrai, à faire ça. on t'a vu? T'es un homme dédié, là. Dédié de la dédicace. Dédié de la dédicace. Ouais, je pensais que ça allait être une soirée festive. Non, toi, t'as pas eu... À prendre un verre avec mes amis, puis à non. jaser, puis tout ça. Et, dédicace. Ça s'est pas passé comme l'auteur. ça. Mais ça semblait quand même être une soirée festive. Nous autres, on a eu du fun. C'était festif. Nous autres, Ah moi, oui. j'avais pas mal nulle part le lendemain. Mais qu'est-ce que, sans entrer dans les détails, là, qu'est-ce que t'écris dans une dédicace? Qu'est-ce que... Écoute, peut-être que je suis trop studieux là-dessus. Et c'est peut-être pour ça que... C'était long. que ça a été long. J'essaie d'écrire un petit message personnalisé Pour vrai? pour tout le monde. Ah. Genre ton nip, là. Si t'as besoin de quoi que ce soit... Mon numéro de compte de banque. Quelque chose de personnel. Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir, puis je me disais, tu devrais publier à chaque semaine. Ça nous fait une belle occasion de se réunir puis de prendre un verre. Ouais, écoute, ça serait difficile de publier à chaque semaine. Mais on a déjà vu des gens écrire des livres très rapidement. Là. Oui. Il y a toutes sortes de, Voilà. toutes sortes de méthodes. Tu devrais, c'est ça, peut-être être moins studieux. Moi, c'est mon conseil. T'es trop studieux. Mais c'était le fun que vous soyez là. Je vous remercie. Non, on a réellement passé une belle soirée. Marc-Antoine, est-ce qu'on t'a déjà demandé ton autographe? J'imagine. Reporter vedette. Une ou deux fois. Ben oui. Une ou deux fois, mais pas plus. Là. Pas plus des que fois, ça. des selfies. C'est plus ça. Là. Ah oui. Ouais. Ça, c'est... Mais pas... Il y a pas eu plus beaucoup dans l'air de... du temps. Oui, ben, on a pris beaucoup de photos, mais Ouais. j'ai pas tant vu de selfies. Moi, je trouve ça malaisant quand les gens, mettons, nous abordent sur la rue ou quelque chose. Même juste pour dire hey, je vous écoute ou c'est le fun ce que vous faites. Puis c'est ça, et c'est plein de bonnes intentions puis tout ça, mais je trouve tellement il y a des gens qui pratiquent notre métier qui pensent un peu qu'ils font partie du star system. Là. Moi, ouais, mais il faut il y a aussi des gens dont c'était je pense- l'objectif. Je pense, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il faut le prendre aussi dans la perspective de l'amateur, mais je dirais même pas juste de l'amateur de hockey, mais les personnes en général, la façon dont notre société fonctionne aujourd'hui, on documente tout ce qui nous arrive, on prend des photos, des vidéos de tout. Fait qu'à un moment donné, au lieu de simplement dire à ton chum « Hey, j'ai croisé telle personne tu fais un selfie. tu fais un selfie, puis ça témoigne. J'ai du support visuel. Exactement. Moi, t'as prouvé que je raconte pas n'importe quoi. C'est ça. Et comme une image vaut 1000 mots, t'as Pas besoin. déjà une bonne partie de l'histoire de déjà raconter en envoyant le selfie. mais c'est ça, moi, généralement, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Ben, comment dire, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens autour de la table qui recherchent Non. bizarrement, là, qui recherchent les éclairages. Puis on trouve ça le fun. Tu sais, t'es le premier, je pense, à expérimenter quand tu vas à la boulangerie ou quelque chose. Ben, les gens reconnaissent ta voix puis disent « Hey, vous êtes le gars du balado. » C'est ça, c'est assez spécial. C'est amusant puis c'est le fun, là, mais c'est ça. Juste quand tu vas dans un endroit public où les gens, tu vois que les gens te regardent ou remarquent ta présence, C'était pas tant. Ça vient avec. Moi, j'aime mieux être transparent. Ouais, je comprends. Et je précise que c'était dans le cadre du lancement de la biographie Le Protecteur que tu as écrit et qui a été lancé mercredi. Oui. Disponible dans toutes vos bonnes boulangeries. La biographie de Gilles Lupien. Non, dans toutes vos bonnes librairies. Oui, je l'ai pas dit, la biographie de Gilles Lupien. Ouais. Merci, Marc-Antoine. Ben, n'importe quoi. Chance que tu es là. Moi, on m'a demandé mon autographe une fois. C'était quand je travaillais à Gravel le matin, puis on était en déplacement, puis il y avait un garçon qui demandait l'autographe à tout le monde. Fait que c'était un peu comme un genre d'autographe pas de pitié, là, mais il jouait la zone. OK. C'est peut-être celui-là qui vaut le plus cher. Peut-être. Ben, je voulais pas te laisser tout seul avec les anecdotes. Moi aussi, je m'ouvre. D'accord. Aujourd'hui, et si c'était une équipe de week-end? La reconstruction, c'est long, surtout vers le milieu. Et il n'y a pas juste à Montréal qu'il y a de la déception. C'est Tellement Hockey, épisode 350. « 350. On s'émeut pas à chaque fois, mais 350. C'est un beau chiffre. C'est pas pire. A-t-on pas fait de grandes festivités quand Montréal a eu 350 ans d'ailleurs? Alors, partant de là,
j'insiste. Attendons-nous donc en ouvrant la porte après le balado à avoir des ballons, je sais pas, ouais. Des petits canapés, du champagne. Ouais, surtout qu'on c'est un rythme de vie maintenant auquel on est habitué depuis le lancement. 350, donc, merci. J'en profite juste pour vous dire merci. Moi, dorénavant, c'est champagne et canapé à tous les jours. C'est bien ça. Mais Martin, il faut que je te dise que lors du lancement de ton livre, j'ai fait une blague à Alex. J'ai dit, tous les profits du livre seront versés au lancement du livre. Oui, c'était dans les beaux. C'était dans les beaux lancements. C'est ça. Bon, alors, excuse-moi, je t'interromps. 350 épisodes, donc je pense que ça vaut la peine de prendre 2 secondes pour dire merci. Dites merci. 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 Merci, public. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là depuis plus que 6 ans. C'est notre 7e saison. Vous cliquez maintenant 2 fois par semaine. Vous cliquez sur votre téléphone, sur je ne sais pas quel support vous utilisez pour YouTube maintenant, mais c'est très, très apprécié. Vous avez réussi à trouver audio. Vous avez réussi à nous trouver sur OHDO. Oui. Et c'est très, très apprécié. Et j'allais dire que, on a tout fait ça un peu ensemble, petit peu par petit peu, année après année. Puis, c'est évidemment que si vous n'aviez pas cliqué, ça serait pas le projet que c'est aujourd'hui. Et ils nous écoutent en dépit de la perte du gars du lift. En plus de, comment il s'appelait déjà? Daniel Harvey. Depuis même, vous êtes resté. Oui. Vous êtes resté là depuis le départ de Daniel. Alors, on voulait juste prendre 2 secondes pour vous dire merci. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Parce qu'il y en aura d'autres, ou enfin, il y en a une de prévue mardi prochain. La semaine prochaine. Marc-Antoine Godin est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, du Canadien et de la littératie sportive. Oui, maintenant, la littérature... Bonjour, messieurs. Salut, Marc-Antoine. Bonjour. Et Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et je m'appelle Alexandre Coupal. En deuxième, il n'y avait rien de parfait. Il y avait des erreurs des 2 bords. Puis en troisième, on s'est vomi dessus. C'est bien simple. Jusqu'à quel point, justement, c'est un 5 contre 3. Vous avez eu vos chances. Oui, c'est sûr. Chercher ce but-là. Oui, quand tu te vomis dessus, il faut que tu scores. Y a-t-il un effet boule de neige avec les derniers matchs? En termes de confiance, ça commence c'est sûr, on a un petit groupe. On a un groupe fragile présentement, c'est sûr, mais on se le fait à nous-mêmes aussi. On se met le doigt dans la gorge. Tu comprends-tu? On ne prend pas food poisoning. Là. C'est quoi justement les actions qui mènent à ça, à se mettre le doigt dans la gorge? Qu'est-ce que tu vois dans la gestion de la rondelle? C'est pas mal de tout. Tu peux écouter le match, tu vas voir. Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien contre les Capitals de Washington jeudi soir, j'étais à mon poste de travail, sur le sofa, dans le salon chez nous, puis un peu distrait parce que, c'est un film dans lequel on a joué ce genre de match-là, puis je sais que j'attends le point de presse de Martin Saint-Louis. Puis je fais d'autres choses un peu en même temps parce qu'il y a de la redite ou enfin. Et là, Martin commence, on a eu une pas pire première période, et là, l'analogie digestive de l'année, j'étais surpris. On vient de le réentendre et l'effet reste. Moi, c'est tout ce que je voulais. Au début de l'année, je disais, là, ils vont arrêter de faire assemblant de jouer, puis ils vont essayer. Puis, depuis quelques semaines, avec Martin Saint-Louis, on se demande, je vous demande souvent, puis je dis, moi, c'est juste ça que je voulais. Je voulais comme t'aimes les nerfs. T'aimes les bonnes clips? Non, mais je voulais sentir, oui, mais je voulais sentir, parce qu'il y a matière à être tanné, puis je suis juste content que ça paraisse. Oui, il y a matière à être tanné, ça c'est certain. Martin Saint-Louis, quand il est question du développement d'un jeune joueur, il va dire souvent, puis on va le voir visuellement, là, il fait le geste avec sa main, de dire que la courbe de progression d'un jeune joueur, au lieu d'être constante, là, il lève sa main, puis là, j'essaie de le décrire aussi pour les gens qui nous écoutent sur audio. C'est en dents de scie, puis c'est vraiment progressif. Ça va monter, mais il va y avoir des descentes. Et là, ce qu'on vit en ce moment, c'est que même si le Canadien est en reconstruction puis qu'en principe, on s'attend à ce qu'il y ait une progression puis une montée, c'est une montée qui ne sera pas constante. Et l'autre chose qu'il nous dit souvent, Martin Saint-Louis, c'est c'est normal qu'un jeune fasse des erreurs. L'idée, c'est de ne pas répéter toujours les mêmes erreurs. Et c'est vraiment ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est une équipe qui répète les mêmes erreurs. Et je pense que la frustration de Martin Saint-Louis vient de ça.
Rappelez-vous, le dernier épisode de Tellement Hockey que vous avez fait avec mon cher ami Gascon, c'était quelques heures avant une débandade face au Kraken de Seattle. Et le matin même de ce match-là, Martin Saint-Louis disait « Ah, ben là, Slafkovský revient au jeu. » Puis on est encouragé. Je pense qu'il va pouvoir trouver son air d'aller parce qu'avec les changements qu'on a faits au plan défensif, on va passer plus de temps en zone offensive puis ça va bien le servir. Le soir même, tout ça, ça ne tenait plus. Ça tenait plus parce que ce qui avait été appris, vraisemblablement, durant la fin de semaine, a été désappris face au Kraken. Tu regardes comment ils ont joué face aux Capitals, c'est la même chose. Fait que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est très frustrant. Oui. Moi, je suis inquiet. Je suis très inquiet. Honnêtement, je comprends que l'équipe est en reconstruction, là, mais si on tient compte de la première saison qui a été débutée par Dominique Ducharme derrière le banc, c'est la 4e année vraiment. Ils ont obtenu un premier choix au total après cette saison-là. Là. On s'entend que ça faisait partie de la reconstruction. Mais on disait la saison dernière, quand on parlait de l'équipe, qu'elle n'avait pas de structure défensive, que c'était... que ça allait être difficile à corriger parce qu'on avait laissé ça aller un peu au cours des dernières saisons en se disant c'est le développement individuel des joueurs. Et c'est ça la base d'une équipe de hockey dans la Ligue nationale. C'est l'épine dorsale. Est-ce que tu es capable de te défendre ou pas? Et souvenez-vous là, à quel point ça avait mal été en 2021, 2022, quand Dominique Ducharme était là. À un moment donné, il y avait Jeff Petrie qui avait dit on n'a pas de structure, on n'a pas de système de jeu. Dominique Ducharme répétait constamment que son équipe payait cash toutes les erreurs individuelles qui étaient commises. Et c'était vraiment une saison de misère. Ça a marqué l'imaginaire des partisans de l'équipe. Mais ça va tellement mal en ce moment que le Canadien a accordé 12 buts de plus qu'après 11 matchs lors de cette saison-là, ce début de saison-là qui était catastrophique, alors que le Canadien avait perdu des piliers, des gars qui étaient... Price, Weber était parti. On s'entend, c'était des gros morceaux de la défense. Il y avait des gars qui étaient encore amochés du court été qu'ils avaient connu. Ça allait extrêmement mal. Puis le Canadien n'a jamais accordé autant de buts après 11 matchs depuis le début de l'ère du plafond salarial. Alors, on retourne 20 ans en arrière, puis là, on parle d'une organisation qui a terminé une fois en 24e place, une fois en 25e place, 4 fois en 28e place, puis une fois au 32e rang durant cette période-là. Et on n'a jamais accordé autant de buts. Et ça m'inquiète de voir ça, parce que là, je me dis, c'est toujours la 2e équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Au cours des dernières saisons, des 2 dernières saisons, ce qu'on a vu, c'était un jeune groupe qui commençait la saison avec énormément d'ardeur. Qui était très résilient. Oui, qui était résilient. Et c'est à ça que les partisans s'accrochaient. Mais là, ça commence à s'étioler. Puis juste pour donner une idée à quel point ça va mal, c'est un échantillon d'11 matchs, mais c'est quand même significatif. Là, on a passé le 10 du calendrier. Le record de tous les temps pour une saison chez le Canadien, le record négatif là, au niveau du différentiel, le bilan défensif, c'est de moins 31. Pour un joueur. Dans l'histoire de l'équipe. Dans l'histoire de l'équipe. Et Patrice Brisebois en 2000-2001 et Alex Galchenyuk en 2017-2018, qui avait été une autre saison affreuse. Mm-hmm. Et là, tu sais, je sais que ça se maintiendra pas comme ça, puis qu'à un moment donné, il va y avoir une correction, mais Kirby Dach est sur un rythme d'une saison de moins 89. New Hooks, une saison de moins 67, puis Armia, moins 59. Et j'imagine qu'il va y avoir une correction, mais c'est juste pour donner une idée à quel point ce court segment-là, c'est un mauvais départ. Horrible, c'est horrible défensivement. Et je me demande, tu sais, au dernier match qui a été disputé au Centre Bell, Martin disait, on fait des erreurs, on a parlé beaucoup des erreurs, beaucoup de buts qui sont marqués sur des gars qui ne font pas leur travail sur les mises au jeu défensives. Mais comment ça se fait qu'après 2, c'est une équipe qui a beaucoup de stabilité. Là, c'est à peu près les mêmes joueurs. Comment ça se fait qu'à l'année 3 ou 4 de la reconstruction, on est encore obligé de dire, voyons, il y a des gars qui ne font pas leur travail sur des mises au jeu. Mais ça, c'est un nouveau problème. Hein? Les buts
surviennent sur des mises au jeu, c'est un nouveau problème. Mais ça ne devrait pas être un problème. Non. Ça devrait être de l'acquis. Et pourquoi on a autant de problèmes que ça dans la zone défensive encore aujourd'hui, que c'est pas qu'on ne voit pas cette épine dorsale-là, cette pierre d'assise-là, le roc sur lequel cette reconstruction-là va se faire, on ne voit pas encore le ciment commencer à sécher. Tu vas casser la table. Mais, et donc, c'est ça. Ils ne payent pas le prix. Ça m'inquiète. Ouais. C'est le même, ce sont les mêmes joueurs, c'est le même coach, c'est le même système. Puis on a beau dire, oui, c'est le début d'une reconstruction. C'est pas le début. Puis je pense quand les gens disent qu'il faut être patient, c'est une reconstruction, ils oublient que c'est des êtres humains qui l'appliquent, qui la vivent, cette reconstruction-là. Et que là, on voit que ça commence à s'écarter. Là. Si tu donnes des buts comme ça à répétition, puis tu as toujours des erreurs individuelles qui se commettent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus exécuté correctement, il y a un niveau de concentration qui est moins là. Et je me demande comment Martin va faire pour... Marc-Antoine va nous dire. Martin va faire pour Marc-Antoine, il y a plusieurs bonnes questions. Là. Ben, c'est parce que pourquoi? Oui, pourquoi? Ben, moi, en tout cas, c'est sûr que la structure défensive a le dos large depuis le début de la saison. Puis on en parlait l'an passé aussi. Là. Oui, exactement. Mais c'est sûr que ça ne se corrige pas. Mais je regarde les 6 buts qui ont été marqués hier. Puis la structure défensive est directement responsable de seulement 2 de ces buts-là. Le premier but, c'est un but qui a été marqué en avantage numérique par les Capitals. Sur le deuxième, Goulet et Matheson sont pas capables de tuer le jeu en entrée de zone. Alors ça c'est structure défensive. Structure défensive, surtout que Anderson, par la suite, perd son homme. Le troisième but aussi, c'est structure défensive. Ils perdent une multitude de batailles le long des rampes alors que les Capitals promènent la rondelle le long de la rampe. Ils font des rimes. Et un revirement de Christian Dvorak qui fait une passe finalement devant le filet. Magnifique passe. C'est la plus belle de la saison. C'est sa plus belle assist. Comment une passe primary assist. Là, c'est ça. Je ne sais pas comment dire en français. C'est pour te montrer. Mention d'aide primaire. Voilà, merci. Oui, c'est ça. Mais par la suite... Passe décisive. Oui. Exact, c'est ça, passe décisive. Par la suite, en troisième période, par exemple, c'est toute la mauvaise gestion de rondelle. On entendait dans une des questions qui a été posée dans le point de presse vomi, c'est Guillaume Lefrançois qui dit d'où est-ce que c'est la mauvaise gestion de la rondelle qui explique... C'est quoi les doigts dans la gorge? Exactement. Ouais. Ben là, le quatrième but, c'est lui qui a un peu amorcé la débandade en troisième période. C'est un long jeu que tente Cole Caulfield vers Nick Suzuki, qui a très peu de chances de réussite. C'est intercepté, puis bref, c'est un revirement. Ouais. Cinquième but, Gallagher puis Evans, incapables, en fait, tous les deux, ou peut-être est-ce Gallagher puis Anderson, mais bref, il y a 2 revirements à la ligne bleue offensive, coup sur coup. Un par Evans. Et puis, ils sont coincés. Tu sais, ils ont eu 24 revirements dans ce match-là. C'est comptabilisé par les officiels mineurs. Souvent, ils en oublient. Là. Fait que s'ils en ont oublié, 24, c'est astronomique comme résultat. Ouais. Puis le 6e, un revirement de Matheson sur une passe de Caden Primo. Ouais. Ils l'ont donné à l'adversaire. C'est un jeu de base. Ouais. Alors, oui, d'accord, la structure défensive, mais aussi c'est des erreurs individuelles qui s'accumulent puis qui tu dis, my God, normalement, là, c'est des erreurs de concentration. Puis c'est là où je trouve que c'est le plus inquiétant parce que ces gars-là, individuellement, tu dis, bon, ben oui, ils sont jeunes, mais ils vont s'améliorer avec les années, ils vont prendre l'expérience, puis ils vont retenir des leçons de ce qui leur est déjà arrivé. Mais quand une des leçons, c'est ne baisse pas ta garde. Tu sais, le fameux cliché de jouer pendant 60 minutes, là, ben, ça commence à la première minute, ça finit à la 60e, puis reste vigilant du début à la fin. Puis je trouve que Nick Suzuki a fait du très bon travail en deuxième période pour rallier les troupes. Puis, tu sais, il a fait un très beau jeu qui a mené au but de Caulfield. C'est lui-même qui a marqué le but égalisateur à 3-3. Puis c'est pas la première fois que Suzuki, tu vois qu'il essaie de prendre les choses en main et de dire « OK, là, on va se remettre dedans ». Mais c'est bien beau ce genre d'effort-là, mais collectivement, comment les gars? Tu sais, essayez de garder votre niveau de vigilance. Là. Encore hier, a fait quelques jeux à haut risque, puis a commis des revirements. Absolument. Ça a été, il y a eu du beau puis du moins beau. En première période, son trio a été embouteillé dans sa zone pendant plus de 2 minutes. C'est sûr que ça n'a pas tout été joli, mais je remarque quand même qu'au point de vue offensif, quand ils ont eu besoin de revenir dans le match, il a fait sa part. Tu sais. Il y a plusieurs réflexions aussi en regardant l'équipe qui me viennent à l'esprit. Je suis un boulimique de consommation, de biographie sportive. J'aime ça lire ce
ce que les entraîneurs, les gérants au baseball écrivent, leurs réflexions, comment ils gèrent leur personnel. Et il y a la biographie que j'ai lue il y a quelques années de John Calipari, qui était l'entraîneur de Kentucky dans la NCAA au basketball, qui est suivi comme une religion, comme le Canadien est suivi ici, le programme du Kentucky au basketball. Puis il disait que quand il commence à travailler avec une équipe au début de la saison, une des premières choses sur lesquelles il insiste, c'est sur le fait qu'un geste aussi ridicule qu'une passe dans un match, c'est ça qui... Si tu ne franchis pas cette étape-là, il disait à ses joueurs, quand tu fais une passe à quelqu'un, c'est comme si tu avais ton nom décrit dessus. C'est comme si c'était ton saut de qualité. Fait qu'il faut que tu sois... C'est comme si tu faisais un don de quelque chose qui t'appartient à quelqu'un. Fait que assure-toi, quand tu fais une passe, que ce soit la meilleure passe, de meilleure qualité possible, pour qu'on puisse continuer à faire le jeu. Et je regarde le nombre de jeux de base. Tu parlais, Marc-Antoine, de la remise qui a été faite à Matheson, qui a donné un but. De Dvorak, les 2 revirements incroyables en zone défensive. J'ai l'impression que ce souci-là du détail, on est comme rendu... On a comme perdu ça dans le rétroviseur en quelque part. Et juste une mauvaise passe, on l'a vu des fois chez le Canadien depuis le début de la saison, une mauvaise passe ou une négligence, un gars qui néglige de flipper la rondelle sur la bande pour lui faire franchir la ligne bleue, ça prolonge de 45 secondes une présence adverse en zone défensive. Alors, ça, je pense qu'on l'a échappé. Puis je me souviens aussi d'une conversation que j'avais eue il y a longtemps avec Jacques Demers, avec Jacques Lemaire, quand il dirigeait le Wild du Minnesota. On était dans son bureau au Minnesota. Puis son équipe allait mal, puis je venais d'assister à une pratique, un entraînement très intense. Puis j'avais dit, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Quand tu as ton système de jeu, ça fait longtemps, puis là, ça se met à dérailler. Tu fais quoi pour... Puis il disait, je reviens à la base. Tu commences avec un système de base, puis là, tu ajoutes des affaires. Puis à un moment donné, quand tu vois que les gars l'échappent, tu reviens au plus simple, à la base, à ce qui a fait ton succès au départ. Fait que tu effaces tout le tableau, puis tu recommences avec des choses simples avec tes joueurs, puis tu dis, on va recommencer à construire sur le solide qu'on avait au début. Puis je me demande, sur quelle base quand ça va mal comme ça, sur quelle base Martin il peut s'appuyer pour dire, bon, mais là, les gars, on l'échappe de tous les côtés. Ouais. Parce que au cours des dernières années, c'est pas vraiment là-dessus que le Canadien a travaillé cette base-là. On a travaillé sur le développement individuel des joueurs et tout ça, puis peut-être sur des concepts et tout, mais il n'y a pas d'histoire de succès défensif du collectif. Derrière ce collectif sur lequel on peut s'appuyer. Il n'y a pas d'histoire de succès, point à la ligne. Ouais. Ça, c'est inquiétant pour des joueurs qui sont, comme Nick Suzuki qui est dans la Ligue depuis plusieurs années. Il n'y a pas... Oui, il y a eu on en a parlé l'autre jour, puis tu me disais, ouais, mais là, on va faire semblant que ça compte pas, là, la présence en finale de la Coupe Stanley. C'est vous autres qui disiez ça. Mais je trouve que... Non, je sais, effectivement. C'est pas... Je m'étais mal exprimé, probablement. Ben oui, mais bon, de manière générale, je trouve qu'il n'y a pas un historique de succès derrière ces joueurs-là. Puis ça vient souvent avec une reconstruction, puis le fait d'avoir une jeune équipe, c'est que tu commences, puis tu vas apprendre à en avoir du succès, puis à en développer. T'sais, cette année, l'équipe voulait être dans la course. D'accord. Moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'une équipe est capable, quand elle a des contre-performances, de rebondir puis d'aligner quelques victoires. L'année dernière, le Canadien a eu 5 séquences d'au moins 4 matchs sans gagner. 5. Mais ils ont eu une seule victoire, une seule séquence de 3 victoires consécutives. Puis est arrivé très tard en saison. Là, depuis le début de la saison, ils avaient une occasion, après les 2 victoires du week-end, de revenir contre le Kraken puis de dire, OK, on va continuer sur cette lancée-là, et ils s'effondrent. Alors, tu vois que d'être capable de bâtir un historique de succès, même à petite échelle, de dire, OK, on va aligner les victoires, on va développer notre confiance collective. Ça encore, ils ne sont pas capables de le faire. Puis je regarde une équipe comme les Sharks de San Jose, qui sont à peu près à la risée de la Ligue. On est à 10-11 matchs par équipe là, depuis le début de l'année, puis déjà, ils en ont aligné 3 victoires depuis le début de la saison. Ils viennent de le faire. Fait que, est-ce que stopper les séquences de défaites, améliorer le nombre de séquences victorieuses, ce serait déjà un bon pas en avant. Puis ce qu'on voit depuis le début de la saison, puis c'est très tôt encore, mais c'est pas une équipe qui est prête, on dirait, à prendre ce virage-là. J'ajouterais qu'il n'y a pas de... Quoi, ils ont 3 défaites, ils ont une séquence de 3 défaites consécutives. Il n'y a pas non plus de séquence d'insuccès, là. Évidemment, la saison est très jeune, là, mais juste pour... parce que
j'ai envie de le dire. Ça me plaît beaucoup, cette histoire-là du Kentucky. Mm-hmm. Oui, tu parles ça, c'est parce que tu aimes le poulet. Non, tout le monde y a pensé. Ouais. Ça se fait, ça, rendre les joueurs imputables de chaque passe, de chaque... parce que ça fait... Bon, il y en a été question là, du système ici, ça, la zone, le 1 contre 1, d'accord, mais... Puis c'est un truc qu'on a évoqué là, quand on disait les entrées de zone, c'est trop cute. Tu sais, je veux dire... Assure-toi que le geste que tu poses, que ce soit une passe, une sortie de zone, qu'il y a effectivement, que tu en es fier. Que ta signature, exactement. Que tu es content. Ça se corrige, ça. Puis, mais est-ce qu'il y a une autre façon que le fouet? Parce que c'est le premier réflexe. Tu dis, bon, ben là, les gars, vous n'êtes pas concentrés. Vous allez entraînement punitif jusqu'à temps que ça rentre. Mais est-ce qu'il y a juste ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, mais... Tu sais, le punitif, je pense, tu peux faire ça avec une équipe qui est ultra talentueuse puis qui joue en deçà de ses capacités. Cette équipe-là, bon, on pense qu'elle est capable de mieux jouer. Là, je pense qu'elle joue en deçà de ses capacités. Mais c'est quoi l'expression qu'on utilisait la saison dernière de fouetter une vache morte? C'est d'un cheval. Oui, c'est ça, tu peux, ouais. Mais il faut faire... Tu sais, t'as un groupe fragile qui a perdu à répétition depuis... C'est la 4e saison là, où on perd à répétition. Là, on sent comme une forme de désengagement ou de manque de minutie ou de perte de combativité ou d'application de ce groupe-là. Si tu te mets à sortir le fouet à ce moment-ci où tout commence à s'écrouler, est-ce que tu vas les perdre davantage? Okay. Écoute, je ne sais pas. Est-ce que les jeunes vont grandir avec ça ou est-ce que les vétérans qui sont là depuis puis qui essaient de t'aider à reconstruire cette équipe-là vont dire à un moment donné, ben là, ça va faire le cirque. C'est une zone très difficile, moi, je trouve, pour un entraîneur. Donc, il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas de solution facile. C'est pas une situation. Ben, c'est peut-être une situation où le directeur général ou le vice-président des opérations hockey peuvent venir en aide à leur entraîneur puis lui donner des munitions ou poser des gestes qui vont faire en sorte que, à défaut de faire écoper tout le groupe, tu poses un geste qui va représenter un message puis qui va essayer de redresser la barque. Tu sais, on a parlé dans un épisode précédent du fait qu'on trouvait que l'équipe manquait de combativité. Ça n'a pas été constant, mais je trouve que de manière générale, j'aimerais voir cette équipe-là un peu plus avec le couteau entre les dents. Mais tu mentionnais le nom de Christian Dvorak. Il joue de façon extrêmement désintéressée. C'est un gars qui est en dernière année de contrat, qui a été relégué au 4e trio et qui, selon toute vraisemblance, en ce moment, joue parce que c'est un centre gaucher puis qu'il n'y a que des droitiers au centre. Suzuki est droitier, Dak est droitier, Kapanen est droitier, Evans est droitier. Si tu regardes en bas, Owen Beck, droitier aussi. Fait qu'il n'y a que Dvorak puis Alex Newhook qui sont gauchers. Alors, les gens se demandent, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il faisait sur le 5 contre 3? Il était là pour gagner une mise en jeu parce qu'il est gaucher. That's it. À part ça, il a contribué à un relatif succès de l'équipe en désavantage numérique. Mais pour le reste, il m'apparaît comme un gars qui est désengagé. Est-ce que utiliser ce gars-là comme exemple ça pourrait être une façon de dire, ben, il y a une personne qui écope, mais le message s'adresse à chacun d'entre vous? C'est possible. Parce que là, pour l'instant, dans la situation où le Canadien se retrouve avec autant de joueurs qui vont devenir autonomes à la fin de la saison, si l'équipe n'est pas en position de faire les séries éliminatoires, le réflexe, c'est de se dire, ben, on va convertir chacun des joueurs qui sont en dernière année de contrat en choix au repêchage à la date limite des transactions. Mais est-ce que le choix que tu pourrais obtenir pour Christian Dvorak à la date limite des transactions vaut plus que le coup de semonce que tu pourrais donner à toute ton équipe? La réponse à cette question-là, c'est un non définitif. Je veux dire, Christian Dvorak ne rapportera absolument pas grand-chose à la date limite des transactions, si un temps soit peu une équipe est intéressée à ses services. Ben, c'est que l'année dernière, Yoel Armia a été cédé à la Ligue américaine. Il est revenu, puis il était regaillardi. C'était un nouveau Yoel. Parenthèse, ce Yoel-là n'est pas resté regaillardi aussi, puisqu'on est dans les
Non, effectivement. Parce qu'on est qu'on est dans les vétérans en fin de contrat qui n'ont pas l'air intéressés. Il est très bon à des avantages. Oui, OK. D'accord. Mais il n'est pas aussi bon qu'il était quand il est revenu de Laval l'an dernier. Ouais. C'était ça que, non, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas la moitié de cet impact-là. Alors, peut-être que tu peux regarder et dire, ben, les gars qui ne font pas partie de notre futur, en guillemets, c'est eux qu'on peut sacrifier. C'est eux qu'on peut utiliser. Si tu tapes trop fort sur des joueurs à qui tu en demandes déjà beaucoup, et sur qui tu comptes pour le futur, il faut que tu vas les perdre. C'est un exercice très délicat, tu ne veux pas les perdre, mais en même temps, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est ça. Parce que moi, je suis prêt à être patient encore, puis je trouve que il n'y a que les attentes envers cette équipe-là qui ont changé, mais durant l'été, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé de façon magique pour quand le dernier match de la saison dernière puis le premier match de cette année, un groupe qui était à toute fin pratique identique ait mûri collectivement d'une façon telle que subitement, ça devient une équipe qui cogne à la porte des séries éliminatoires. Ça, c'est prendre des vessies pour des lanternes. Et l'inverse est vrai aussi, qui est reculé comme ça, parce que le recul qu'on semble voir depuis 11 matchs, il n'y a pas de raison qui explique ça, parce que c'est le même groupe. Il devrait, tu sais, la stabilité, c'est un facteur de succès dans le sport. Là, et il y a beaucoup de stabilité dans cet alignement-là. Puis je comprends en quelque part les dirigeants du Canadien de s'être attendus à de la croissance interne, quoi qu'on sait que c'est pas un processus linéaire, mais je trouve qu'on est revenu pas loin de la case départ. T'as raison. Et on s'entend, il y a la grosse anomalie à date, là, cette équipe-là donne énormément de buts, mais offensivement, Cole Caulfield a 10 buts de marqués là, sur un taux de succès qui est hallucinant, de 31. Il frappe pour 313. C'est une bonne moyenne au baseball. Pas mal plus que son poids. C'est ça. Et tu sais, ça, il y a comme la performance de Caulfield qui biffe le fait qu'il n'y a pas grand-chose à l'attaque qui se passe en attaque. Alors, moi, je trouve que c'est comme un recul de 2 ans presque auquel on assiste. C'est ça que je trouve inquiétant. Ça va être difficile à rattraper pour une organisation qui s'est fixée comme objectif d'être dans le mix. On risque de terminer pas mal avec le même genre de résultats qu'on a eu au cours des dernières saisons. Non, puis moi, j'ajouterais qu'au-delà des résultats, parce que pas de portrait, c'est une chose, mais si on met ça de côté, c'est très inquiétant de voir que c'est de la décroissance. Ouais. Cette équipe-là, même si elle est la même, elle joue moins bien qu'elle jouait la saison passée. Ça, en début de saison. Alors qu'on s'attendait... Oui, non, il y a eu des moments... c'est sûr que vers la fin, il y a eu des moments où c'était plus difficile, mais même, sans réfléchir, là, vous allez me dire, ça, c'est pas nouveau, cette équipe-là jouait mieux en fin de saison l'an passé qu'elle joue là, non? On parle de deux choses différentes, mais tu as raison. Moi, je trouve que l'équipe du dernier droit de la saison, la saison dernière, où il y avait beaucoup de gars de la Ligue américaine, ou un gars comme Brandon Gignac est venu jouer, puis ça, le Canadien a eu une espèce de période de grâce dans le dernier droit la saison dernière. Souvenez-vous, les matchs qui étaient déterminants pour Philadelphie, pour Détroit en fin de saison, tout ça, l'équipe joue quand même très bien. L'équipe, présentement, joue moins bien que ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est ce qu'on a vu au cours des dernières saisons, on a vu une première moitié, là, extrêmement, les gars, avoir le couteau entre les dents, match après match. C'est sûr qu'il y avait des défaites à travers ça, mais même après des défaites où on se disait, mon Dieu, ils ne se relèveront pas de ça, ils revenaient fort le match suivant. Puis à un moment donné, il y a quelque chose. Quand tu arrives dans le milieu de la saison, là, les gars commencent, ils savent qu'ils ne participeront pas aux séries, ça joue de façon un peu plus robotique, un peu moins d'émotion, mais quand même, l'effort était là. Moi, je trouve qu'on a commencé déjà avec le rythme robotique. Ouais. Et c'est ça que cette effervescence-là du début de la saison, on ne l'a pas vu. Et ça, ça soulève toutes sortes de questions. Est-ce que l'être humain peut s'habituer dans un milieu aussi compétitif que ça à perdre saison après saison après saison, puis à garder la même... même fraîcheur quand un nouveau calendrier commence. Et ultimement, ça, c'est beaucoup plus inquiétant que les défaites, là, ou le classement, ou le c'est parce que les défaites, ça devient... une défaite est une maladie. Oui. The Natural. The Natural, la version française. Aussi redoutable que la peste bubonique. Exactement. Ah, les gars! Wow, absolument. Dans le temps où on écoutait des versions françaises doublées en France.
Ben, sauf qu'il faut pas... C'est ça, c'est que les défaites s'accumulent, mais sauf que je pense que cette année, ce qui est frappant, c'est que j'imagine qu'à cause justement des objectifs de l'équipe de vouloir être dans la course, et des ambitions que les joueurs eux-mêmes avaient de vouloir participer aux séries éliminatoires, ces claques dans le visage qu'ils reçoivent, tôt en saison, ça les secoue, puis ça leur... C'est comme si... Je pense que ça touche à leur confiance. On parle de désengagement, je le sens chez quelques joueurs, mais de manière générale, c'est surtout la confiance qui est ébranlée. Ouais. Parce que tu t'attends à offrir un certain rendement. Tu dis, hey, cette année, ça va bien aller. Cette année, on va être bon. Puis, c'est pas du tout ça qui se passe d'entrée de jeu. Fait qu'après ça, c'est comment tu vas réagir, puis de quelle manière la confiance de tout le groupe va pouvoir on va pouvoir renverser la vapeur à ce niveau-là. Mais je veux juste vous ramener, vous dites la saison dernière, ils jouaient mieux en fin de saison. Ils ont quand même gagné juste 2 de leurs 10 derniers matchs l'année passée. Fait qu'il ne faut pas non plus réécrire l'histoire. Non. Mais au-delà des résultats, on n'avait pas l'impression, puis je pense pas qu'effectivement que c'est qu'ils veulent pas, là. Je pense pas que la majorité des joueurs de cette équipe-là ils sont indifférents. Là. Au contraire, je pense que ça a beaucoup plus rapport avec ce que tu viens d'évoquer. Mais reste que, on en voyait moins des petites de ces erreurs, de ce manque d'application, de ce manque de... C'est ça qui est sûrement lié à la confiance, mais on en voit beaucoup. Puis c'est à se demander comment... Mais en même temps, c'est l'idéal, tu sais. Comment c'est l'idéal? Ben, le défi est là. La table est pleine. Puis qu'allez-vous faire? Comment allez-vous vous sortir de là? C'est parfait, dans le fond. Il reste quoi, 5 des 6 prochains matchs sur la route, là? Ben, heureusement, il y a des matchs le week-end parce qu'ils sont meilleurs. Ouais. Ils sont meilleurs le week-end. Oui, c'est ça. Ils ont... en fait, il y a un match... 5 des 6 prochains matchs de l'équipe sont sur la route. Il y a juste un petit arrêt des Flames au centre-ville. Pas un mardi? Un mardi. Ben oui, absolument. Exactement. Mais au moins... Mardi prochain, on va voir le résultat du match contre les Flames avant l'autre résultat qu'on attend mardi prochain. Mais c'est ça. Sinon, c'est sur la route que ça se passe. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. On a lancé l'invitation officiellement via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport cette semaine, mais c'est vrai que dans le libellé question du public, ça suggère que le public peut poser des questions. C'est vrai. Ben oui, hein? C'est vrai. C'est ça. C'est pas faux non plus de dire que c'est une question pour le public, comme on fait depuis, je ne sais plus. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Quelques saisons. J'en ai une petite. Au moins 125 épisodes. Au moins, grosso modo. J'en ai une petite, puis ça recoupe un peu des thèmes qu'on a abordés. C'est Guillaume qui dit, dans le fond, échanger Harris et se départir de Kovacevic en même temps, c'est peut-être été une erreur. Nos jeunes défenseurs sont peut-être pas prêts et ça crée un trop gros écart entre les vétérans et nos jeunes défenseurs. T'sais, on n'a jamais regardé la chose comme ça, mais... je parle... non, mais il n'y a personne qui a fait... Quand Kovacevic a été échangé, il n'y a personne qui a fait comme « Ouh! C'est... Ben non. Mais non, mais reste que... N'y a-t-il pas là... Tu sais, comment assurer une homogénéité dans un groupe qui se veut très, très jeune? C'est comment faire en sorte qu'il ne soit pas tout le temps trop jeune avec le quintet qui est envoyé sur la glace. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui, ça, c'est sûr que c'est un enjeu, puis ça va continuer de l'être plus tard. Tu sais, quand le jour où Mailloux va être un défenseur régulier, puis Engstrom va cogner à la porte, puis Reinbacher va être en santé, puis il va vouloir arriver dans la ligne nationale. Non, on parle de la défense ici. Oui, mais je m'en sers pour illustrer globalement. Mais la jeunesse de l'équipe, c'est ça. Il y a toujours des jeunes à former à chaque année. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que de ce point de vue-là, tu dis, on aurait pu... Harris, moins Kovacevic, mais Harris, c'est encore un jeune défenseur qui ne casse rien à Columbus, soit dit en passant. Il est laissé de côté la moitié des matchs environ. Mais ça ne règle pas le problème que ça aurait été des candidats de plus pour jouer sur un troisième duo. Puis on regarde le match d'hier. Le Canadien a joué grosso modo à 4 défenseurs. Struble puis Barron ont joué 10 minutes et des poussières. Xhekaj est laissé de côté. Quand il va rentrer dans l'alignement, il va faire partie de cette bataille-là. 3 défenseurs pour 2 postes, mais
l'esprit de la chose en ce moment, c'est qu'il y a 4 défenseurs vers qui on se tourne de façon régulière. Jordan Harris aurait été, c'est sûr que gaucher à l'aise de jouer à droite, il aurait été une option de plus, mais est-ce qu'il aurait été une solution? Je ne pense pas. Puis Kovacevic a été excellent en début de saison avec les Devils du New Jersey, en l'absence, entre autres, de Luke Hughes. Il y avait des joueurs qui manquaient à l'appel à la ligne bleue des Devils. Mais il y a eu des moments où Kovacevic était un peu, entre guillemets, en état de grâce avec le Canadien, puis on croyait voir là un défenseur numéro 4, puis à un moment donné, les choses se rééquilibraient, puis il redevenait un défenseur de profondeur, ce qu'il est fondamentalement. Mais encore là, je disais tout à l'heure, il ne faut pas réécrire l'histoire. L'été dernier, le constat que tout le monde faisait, c'est que le Canadien avait trop de défenseurs, puis que c'était normal d'en liquider, puis qu'il fallait identifier ceux vers qui on voulait investir le plus. Exact. Je pense qu'ils ont fait les choix qui s'imposaient. Après ça, tu peux dire, mais là, il fonctionne bien ailleurs. Oui, mais est-ce que tu prends Kovacevic, tu le mets dans la brigade défensive du Canadien aujourd'hui et il vient solutionner tes problèmes? Ben non. Le calcul, c'était quand tu remplaces c'est un professionnel avec plusieurs saisons d'expérience, Kovacevic. Là, il a joué dans la Ligue américaine longtemps. Il faisait pas mal de façon générale aux Canadiens l'année passée. Puis Harris était assez stable pour un jeune défenseur, mais tu regardais avec le personnel qui s'en venait, puis tu disais, quand on va se parler dans 1 an et demi, est-ce qu'on va être plus loin qu'on va être avec ces gars-là? Puis la question, il n'y avait même pas de débat là-dessus. Mais quand même, ça, c'est un autre truc que je trouve inquiétant parce qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand on regardait les jeunes qui s'en venaient en défense, on disait cette équipe-là est dans le trèfle jusqu'aux cuisses avec la brigade des fois. Oui, il y en a des bons jeunes, ça sort de partout. Et là, ben, il joue à 4 défenseurs. Tu as Goulet qui se profile vraiment comme un futur défenseur solide. Hudson qui est la recrue la plus utilisée dans la Ligue nationale de hockey, puis qui est un facteur déterminant pour accroître la possession de rondelles puis générer des chances de marquer. Ça fait 2. On joue à 4 défenseurs, puis les autres, c'est pas mal un boulier. Là. Puis Barron, le temps passe, puis il fait les erreurs de base dont je parlais tantôt. Là, inscris ton nom sur la rondelle, mais c'est que ce soit ton saut de qualité. Il y a de la difficulté avec ça. Jacky, il n'y a aucune comparaison avec la stabilité qu'il avait à sa première saison dans la Ligue nationale. Quand il c'est jamais revenu. Ça s'est détérioré constamment au fil du temps. Puis là, tu te dis, OK, là, est-ce qu'ils vont réussir? Struble, c'est encore il n'y a pas énormément d'expérience dans la Ligue nationale, mais je pense pas qu'il va devenir il n'a pas l'air parti pour devenir un ancrage aussi, une pierre d'assise. Fait que là, tu te dis, ils sont pas. Sont peut-être pas aussi solides qu'on pensait. Ouais. Ou enfin, la chronologie est peut-être pas aide peut-être pas aussi. Parce que sur tous les joueurs que tu as nommés, à part Barron, tout le monde peut jouer dans la Ligue américaine. C'est peut-être là qu'il devrait être. Là, en même temps, si tu échanges Harris et Kovacevic, puis tu dis on a décidé de miser sur Struble, Barron, Jacky et évidemment Hudson, là, ben, tu t'attends aussi à ce que la fameuse progression individuelle vienne chez ces joueurs-là. Puis effectivement, Barron, là, c'est plus une recrue. Mais c'est Jacky, c'est la 3e année. Ouais. Fait que, il faut qu'à un moment donné, il faut que le progrès se vérifie de façon plus que tu prends ton microscope et tu dis il est un peu meilleur qu'il était l'année passée. Mais à un moment donné, let's go. Il faut que ça avance parce que si la moindre des choses, c'est que tu puisses utiliser 3 duos en défense, parce que sinon, tu te mets à surtaxer. Tu sais, Hudson, là, c'est le fun, là, mais... Il joue trop, ouais. Ça va être... Il y a des moments où il est submergé dans sa zone, puis c'est tout à fait normal. Fait que, tu sais, puis je trouve ça... Dans les circonstances, je sentais que Martin Saint-Louis, au début de l'année, avait la volonté d'utiliser un peu moins David Savard que par le passé. David Savard a élevé son jeu, puis lui, il montre l'exemple en termes de se sacrifier puis de ne jamais lâcher. Mais si tu avais le souhait de moins lui en donner, le 3e duo ne donne pas ce luxe-là aux Canadiens pour l'instant. Fait qu'il faut qu'il y ait des gars qui s'imposent. Logan Mailloux a eu l'occasion de monter. À un moment donné, s'il y a un autre appel, Mailloux, ça va être de prendre le mort aux dents et de dire hey, OK, les autres n'ont pas su saisir leur opportunité, moi, je vais le faire. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui s'impose et qui force sa place.
c'est beau de le faire au camp d'entraînement, mais le faire durant la saison, quand le train est en marche, c'est plus difficile, mais pour contribuer au changement puis à la progression de cette équipe-là, il faut aussi que tu aies des gars qui mettent leur pied à terre et disent « Cette place-là, elle est à moi ». On a un mois de fête. On a un mois de fête, les gars. Eh oui. Bravo. Martin a identifié quelques anomalies, appelons ça comme ça. Alors, je vous propose de jouer à qu'est-ce qui va rester de même puis qu'est-ce qui va changer. Hein, c'est un titre pondu en direct. Enfin, on vient de parler en long et en large du début du Canadien. Commençons avec ça. Est-ce que ça va rester de même ou est-ce que ça va changer? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ben moi, honnêtement, ça ne restera pas aussi mauvais. Ils n'auront pas autant de misère toute l'année. C'est ça, moi non plus, je pense pas. Je suis confiant à ce niveau-là. Ouais. Puis, enfin, on verra bien. Espérons-le. Oui. Non, pour eux, parce que... C'est ça. Si tu veux qu'une équipe progresse, la fameuse zone proximale de développement que les scientifiques ont identifiée, là, si tu veux que des athlètes ou des équipes progressent, il faut que tu les places dans un contexte où ils sont toujours... Ils peuvent être dans un contexte perdant, mais il faut que ça soit serré à chaque fois. Si tu veux... si tu veux pas que le groupe ou les athlètes décrochent, il faut qu'il y ait une possibilité réelle d'avoir du succès, qu'il y ait quelque chose, des choses auxquelles tu puisses t'accrocher pour gravir les échelons. Et si ça décroche, comme ça va être une saison perdue. On parlait d'un camp d'entraînement perdu avant le début de la saison, là, pour toutes sortes de raisons. Mais il ne faut pas avoir dans un processus de développement comme ça une saison perdue parce que ça peut complètement jeter le plan par terre. Puis moi, j'insiste là-dessus. Je trouve que elle est là la vraie inquiétude. Là. Au-delà du classement et au-delà du portrait, là, c'est un peu ça qui se joue. Mais tu regardes avant qu'on embarque sur ton jeu là, dont le titre est abondant. Et longuet. Il y a deux rivaux de section du Canadien, les Sénateurs d'Ottawa et les Sabres de Buffalo, qui sont dans une reconstruction depuis plusieurs années. Puis eux, leurs comportements sont très distincts d'une année à l'autre. Ce qu'on a vu historiquement des Sabres de Buffalo, c'est qu'ils commençaient en force, puis à un moment donné, la balloune pétait, puis ils retournaient à leurs mauvaises habitudes. Tandis que les Sénateurs, c'était l'inverse. Ils commençaient systématiquement très, très lentement. Ils se creusaient un trou dont il était trop tard pour se sortir par la suite. Puis à un moment donné, mi-saison, ils trouvent un peu un air d'aller, ce qui leur donne un peu d'encouragement en vue de la saison suivante. Et on recommence. Fait que là, le Canadien, on doit à tout le moins espérer que ce soit une saison davantage comme celle des Sénateurs, c'est-à-dire que ça commence croche, mais à un moment donné, ils trouvent des moyens d'espérer pour l'avenir. Et ça se peut, parce que, enfin, on pourrait épiloguer longuement, là, mais il y a, je pense à Kirby Dach, par exemple, qui va peut-être... On a beaucoup répété que c'est pas facile de revenir au jeu après avoir été absent si longtemps. On est encore là-dedans. Là. Puis ici, le partisan et la partisane du Canadien veulent se consoler. Il y a des équipes qui vont mal aussi dans sa division. Alors, pour ce qui est du mix, il n'y a absolument rien de perdu. C'est le cas notamment des Bruins. Et c'est la première anomalie que Martin a notée. Oui, après le premier mois de la saison, les Bruins qui sont au dernier rang dans la division Atlantique. Enfin! Et c'est ça, j'ai regardé, il y a des trucs qui attirent l'attention. Les Bruins ont marqué moins de buts depuis le début de la saison que le Canadien. 29 buts seulement, c'est très peu. Et je pense qu'on parlait avant le début de la saison il y a une espèce de quatuor d'équipe dans la division Atlantique là, dont on dit depuis 10 ans, ils sont à peu près assurés de participer aux séries à chaque début de saison. Là. Et on se demande toujours laquelle va décrocher, laquelle va l'échapper en premier. Et donc, les Bruins, seulement 29 buts. Et ils ont perdu des morceaux qui font croire que ça va peut-être être difficile de marquer des buts et de connaître du succès de façon constante cette année. Jake DeBrusk est parti. C'est un gars qui avait marqué 25, 27, 19 buts lors des 3 dernières saisons. Il est à Vancouver. Charlie Coyle a juste marqué un but à date. Il en a marqué 25 la saison dernière. Morgan Geekie n'a pas encore marqué.
Danton Heinen, qui était quand même un bon soldat pour les Bruins. 17 buts l'année passée. Il est parti à Vancouver aussi. Tu as Brad Marchand qui a eu un mauvais début de saison, qui a eu plusieurs interventions chirurgicales et qui vieillit. James Van Riemsdyk aussi qui est parti, qui n'était pas un marqueur exceptionnel, mais c'était un autre vétéran qui apportait une certaine stabilité. Et on discutait de ça aussi avant le début de la saison. On a vu les Bruins apparaître là, dans le groupe des équipes les plus jeunes de la Ligue nationale. C'est comme une espèce de poison d'être jeune dans cette ligue-là. C'est la 6e équipe la plus jeune, soudainement. Alors, il y a ça. Il y a Jeremy Swayman qui n'a pas eu de camp d'entraînement parce qu'il était en dispute contractuelle avec l'équipe, qui a eu 884 de moyenne d'efficacité dans une équipe qui est reconnue pour sa stabilité défensive. Alors, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va s'opérer. Là. C'est difficile pour les équipes jeunes d'avoir du succès dans la Ligue. Puis tu isoles le groupe des 10 équipes les plus jeunes là, à chaque saison. Puis tu regardes celles qui ont réussi à participer aux séries éliminatoires. Elles sont très, très peu nombreuses. Là. Alors, peut-être que cette transition-là va être difficile pour les Bruins. J'ajouterais seulement, parce que tu viens d'en faire c'était très bon. Une bonne synthèse, mais la ligne de centre des Bruins... C'était un petit peu magique l'année dernière que ça fonctionne aussi bien avec Pavel Zacha puis Charlie Coyle comme 2 premiers centres. Là, ils sont allés chercher Elias Lindholm, qui n'a pas tout à fait les... qui n'a pas le profil d'un centre numéro 1. C'est un bon 2e centre, je pense, mais c'est pas un centre numéro 1, mais ils en ont toujours pas de centre numéro 1. Ils sont allés chercher un autre centre numéro 2. Puis Pavel Zacha, qui était... surtout reconnu à l'origine comme étant un centre défensif. Lui, régresse, il est rendu à 3 points seulement en 11 matchs. Puis Charlie Coyle, rien ne va. Puis si tu disais 1 but en 11 matchs, il n'y a aucune mention d'aide non plus. Fait que, tu sais, c'est le désert du Sahara sur leur ligne de centre. Puis une équipe qui a de la misère au centre, généralement, va en avoir dans la colonne des victoires aussi. En plus d'être jeune. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui est arrivé pour que les Bruins deviennent si jeunes si rapidement? Tous les gars qu'on a nommés tantôt qui sont partis ailleurs, ils ont beaucoup confiance dans leur système de développement, les Bruins, là, avec les jeunes qui développent à Providence, mais ils ont perdu quand même. Quand tu regardes ça, dans leur groupe de soutien, on avait tendance à dire il y a Pastrnak là, qui appartient à la super élite de la Ligue nationale dans cette équipe-là, puis Brad Marchand qui continuait à fonctionner à un rythme impressionnant pour son âge, mais pour le reste, c'était des gars qui, ailleurs qu'à Boston, n'avaient pas rien révolutionné offensivement. Fait qu'on disait ils sont dans une bonne équipe avec une culture exceptionnelle, structure défensive, puis tout le monde réussit à s'exprimer là-dedans. Mais là, il y a beaucoup de changements. Ils ont perdu beaucoup de stabilité, puis ils ont apporté beaucoup de jeunesse. Alors, des fois, c'est la petite pilule empoisonnée. Oui, mais c'est pas une si jeune équipe que ça. C'est que statistiquement, le chiffre suggère qu'ils sont jeunes, mais ils ont juste 2 joueurs qui ont moins de 25 ans. Fait que c'est juste qu'ils en ont un paquet qui ont 25 ou 26. Ouais. Fait que, puis c'est des joueurs de soutien, des gars qui sont un peu en transition. Ils ont amené Mark Kastelik de Ottawa. Ils ont plusieurs gars qui ont Justin Brazeau à 26, là, Jeremy Swayman à 26. T'as bien des gars qui sont juste au milieu de la vingtaine, mais de dire, OK, on prend nos de bons jeunes qu'on a repêchés, puis on juge qu'on peut les faire graduer de Providence puis les rentrer dans le système de la façon dont le Canadien essaie de le faire en amenant son vent de jeunesse avec des joueurs de 20-21 ans. C'est pas ça là, chez les Bruins. Leurs jeunes joueurs de centre qui ont fait graduer à 18 ans. Mathieu Poitras. Ouais, est-ce qu'il est blessé présentement? Il a joué 9 matchs quand même. Okay. Fait qu'il a été là. Je pense qu'il a été laissé de côté de temps à autre. Là. Mais lui, c'est un des 2 gars qui a moins de 25 ans, justement. Mason Lohrei, le défenseur, et l'autre. Alors, c'est pas une... je pense qu'ils sont jeunes sur papier, mais c'est pas une équipe qui manque d'expérience. C'est surtout que c'est des gars qui ont joué quand même soit dans d'autres organisations, puis qui sont amenés à Boston alors qu'ils sont encore relativement jeunes ou qui ont été gradués sur le tard de la Ligue américaine. Mais ça aussi, beaucoup de changements dans une équipe, ça prend toujours un peu de temps avant que les choses collent. Autre anomalie dans le registre des affaires négatives, enfin, disons ça comme ça, c'est certaines puissances en avantage numérique l'an dernier qui se cherchent. Puis on aurait pu mettre... Là, ça s'est corrigé un peu à Toronto, mais c'était pas un gros début de saison. C'est toujours pas un gros début de saison, mais c'est moins pire que c'était. Entre autres, parce que c'est un avantage numérique qui était craint
et qui en arrachent un peu. Ça fait longtemps qu'ils en arrachent. En fait, depuis le milieu de la saison dernière, ça a coûté le poste à Guy Boucher. Il était blâmé comme étant l'ennemi public numéro 1 à un moment donné à Toronto la saison dernière. On disait, il n'est pas capable de faire fonctionner une attaque à 5 qui, avec tous ces outils-là, devrait pouvoir fonctionner un peu mieux. Mais finalement, en début de saison, on a vu que c'était pas nécessairement seulement à cause de Guy Boucher. Il y avait d'autres enjeux là. Mais en fin de compte, c'est une équipe qui, si elle veut connaître du succès, doit absolument trouver le moyen de faire fonctionner son attaque à 5. Il y a trop de talent pour ça. Il y a trop de talent pour ça. Puis c'est quand même là, au cours des 3 dernières saisons, dans tes notes, Martin, c'est au-dessus de 20 % d'efficacité, même 27, une fois 26, c'est vraiment des puissances. Oui, malgré leur mauvais deuxième segment la saison dernière, c'est ça. À leurs 3 dernières saisons, les Maple Leafs, c'est 24, 26, 27,3 % d'efficacité. Puis on est dans une période où le taux de succès moyen dans la Ligue nationale est semblable à ce qu'on avait au milieu des années 80 dans la Ligue nationale. On est autour de 21 % en moyenne dans la Ligue. Et les Leafs, c'était comme un métronome. Puis tu regardes le talent qu'il y a au sein de cette équipe-là, au sein de la première unité d'avantage. Tu te dis, ça ne peut pas faillir. Là, ils ne peuvent pas manquer leur coup. Je vais être méchant, mais oui, ils peuvent. Ouais, parce que ils sont le moyen de ne pas pouvoir à un moment donné. Là. Ils sont en train de le démontrer. Puis ils ont remplacé Guy Boucher par Marc Savard cette année pour s'occuper de cette unité-là. Puis là, ils sont à 8,8 %. Ils sont 31e dans la Ligue après un mois. On s'entend, là, ils se sont tellement éloignés de la normale qu'ils vont remonter la côte à un moment donné. Mais c'est une grosse... Pourquoi les Maple Leafs ont un rendement qui est très... coup-ci, coup-ça, depuis le début de la saison. C'est une de leurs armes les plus importantes qui ne fonctionne pas présentement. Et tu regardes les Oilers à Edmonton, qui sont 27e à 13,3 %. Il y a 2 ans, cette unité-là était la meilleure de l'histoire de la Ligue nationale. Le 32,4 %, ça n'avait jamais été fait, même dans les années 80, dans le temps où on trouait les gardiens, littéralement. Et ça allait tellement mal que Chris Knoblauch a démantelé son unité d'avantage numérique la semaine dernière. Puis là, Connor McDavid s'est blessé, va être absent pour quelques semaines. Alors, ça va peut-être continuer à traîner de la patte un peu, mais de voir cette équipe-là qui avait de la misère à marquer des buts, un avantage numérique, là, sont à 13,3 %, mais ils étaient sous les 10 % il y a quelques jours à peine. Tu te demandes comment une équipe qui avait autant de succès, autant de facilité dans cette facette-là du jeu, qui a eu autant de stabilité, il devrait avoir une complicité incroyable. Comment on peut l'échapper comme ça pour commencer une saison? Puis tu fais le lien avec les Maple Leafs, tu te dis peut-être que finalement sont ensemble depuis tellement longtemps qu'on n'a plus davantage les étudier ou contrer certaines faiblesses ou peut-être qu'ils sont plus prévisibles, mais j'ai de la difficulté à acheter ça. C'est peut-être juste un épisodique. Et le Lightning, la même chose, est à 14,7 %, mais eux ont perdu Steven Stamkos, ont perdu un contributeur important. Oui, important de cette unité-là, mais ça ne les empêche pas. Le Lightning, ça n'empêche pas cette équipe-là de connaître du succès. Là, ils ont un très bon début de saison. Je pense qu'ils se sont améliorés à 5 contre 5. Mais leur unité d'avantage numérique, ça va peut-être prendre pas mal de temps avant de remplacer un gars qui était vraiment important, là, qui était une pierre d'acier. Tu avais d'un côté Stamkos, de l'autre côté Kucherov. C'était le trèfle jusqu'à la taille. Là. Moi, c'était plus jusqu'au genou. Ça monte, c'est grimpant. Ça pousse. C'est du trèfle grimpant. Voilà. Comme quoi, c'est ça. Il y a d'autres places où est-ce que les partisans et les partisanes sont un peu déçus. Est-ce que, parce que là, j'avais oublié, là, j'étais pour vous demander qu'est-ce qui était une anomalie là-dedans qui allait être corrigée. Elles le seront toutes. Je pense que les 3 vont l'être. Oui, je pense que oui. Enfin, oui. Oui. Bon, c'est ça qui est ça. Autre chose à ajouter? Non? Ben moi, j'ai hâte de voir comment le Canadien va rebondir face aux Pingouins samedi. Samedi, ils vont gagner. Une autre... Regarde le calendrier, c'est facile. La fin de semaine, ils gagnent. Ça prendrait plus de matchs le dimanche. Les Pingouins se battent à la vie et à la mort, eux aussi, là, pour corriger un début de saison qui a été difficile. Mais il n'y aura pas de... Comme disait Claude Ruel.
Il n'y en aura pas de facile. OK. Il n'y en aura pas de facile. Est-ce que c'est une anomalie, là, ça? Je suis pas sûr. Moi, le mauvais début de saison des Pingouins, quoi qu'il est tellement mauvais que... Ouais, mais Tristan Jarry devant le filet, à l'heure actuelle, est à peine un gardien de la Ligue nationale. Ça les aide pas. Je trouve que ils ont je veux pas répéter l'histoire, là, mais Erik Karlsson, qui a, depuis son arrivée à Pittsburgh, a recréé le même problème qu'on avait vu auparavant chez les Sharks de San Jose. Puis on s'est obstiné à vouloir garder ce noyau vieillissant-là intact avec les résultats qu'on connaît. Puis en plus, Sidney Crosby, que son dernier match a été excellent, mais lui-même reconnaissait qu'il ne jouait pas à la hauteur de son talent depuis le début de la saison. Ça passe par lui. S'ils ont les moindres chances de participer aux séries éliminatoires, ils ont absolument besoin d'un Sidney Crosby au sommet de sa forme. J'avais vu, lors du passage des Pingouins au Centre Bell, la vivacité de Malkin m'avait frappé quand même, parce qu'il avait l'air d'avoir plus de jambes qu'il n'en a eu dans les 2-3 saisons précédentes. Je suis d'accord avec toi. Je trouvais qu'il avait l'air d'un vieux canasson au cours des 2 dernières saisons, là, que ça avait l'air ardu. Mais je ne sais pas si ça va tenir le coup toute l'année. Alors, tu sais, c'est très chambranlant leur affaire. Fait que, non, ça sera peut-être pas aussi désastreux que ça l'a été depuis le début de l'année, mais je ne vois pas cette équipe-là en séries éliminatoires. Petite parenthèse. Donc, le prochain match du Canadien. Je réitère ma gratitude. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être à l'écoute, de cliquer. C'est de dire j'aime, de mettre un pouce en l'air, des affaires de même. De nous écrire. On reçoit des courriels super intéressants. Absolument. Et vous pouvez aussi, je le disais tout à l'heure, notre segment La question du public est à double sens maintenant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer là, puis on fera une curation, puis on les glissera. Ça, là, je l'ai fait de manière très officielle tout à l'heure avec le thème, mais des fois, je vais vous en sortir une de nulle part. Pensez à ça en fin de semaine. Marc-Antoine Godin, tu es le journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment. Grand plaisir, messieurs. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment également. Merci, messieurs. C'est un privilège à chaque fois d'être avec vous. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est le week-end, alors ça devrait être heureux. Passez-en un bon. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.